Bon, je vais déjà remercier, remercier nos camarades de ER pour leur organisation sans faille. Ça fait déjà 3 fois qu'on vient, c'est toujours très bien organisé. Ne pas oublier de les remercier. Ce sont les gens aussi qui s'occupent de la sécurité, c'est important, l'organisation. Voilà, donc c'est fait. Merci et bravo à vous. Et maintenant, je vais vous dire vite fait comment on va procéder. Alors moi, vous le savez, je prépare très peu mes conférences, parce que ça fait des années que j'en fais. Maintenant, j'improvise surtout. Marion, en revanche, a énormément travaillé. Et moi, vous le savez, je suis un peu un généraliste. C'est-à-dire que je connais un peu tous les sujets, mais je suis spécialiste de rien. Je suis comme un médecin généraliste. Marion, elle, est une vraie spécialiste, parce que c'est une historienne de l'époque des Lumières. Et si, moi, intuitivement, et par mon travail d'amateur, j'avais décelé des contradictions et des étrangetés, effectivement, chez ces penseurs des Lumières qu'on nous vante finalement comme des héros de gauche, Marion, par un travail très précis, nous a démontré quelque chose qui est très important et qui est fondamental, parce que c'est vraiment remettre en cause un pilier de toute notre idéologie dominante et de notre modernité. C'est que finalement, cette opposition qu'on nous montre, que la monarchie chrétienne, enfin la monarchie catholique aurait été de droite et les Lumières auraient été de gauche, c'est finalement beaucoup plus ambigu que ça, voire même peut-être l'inverse quand on regarde ça avec un regard d'économiste, à savoir que finalement, et ça va être la démonstration, je crois, de Marion, que finalement les Lumières sont la version française de ce qu'on appelle la révolution libérale, qu'on attribue toujours à l'Angleterre, et qu'en fait c'est essentiellement à travers les encyclopédistes, etc., la soumission en fait d'un monde qui était un monde chrétien au libéralisme économique, c'est-à-dire à la toute-puissance du marché, remplacer le monde de l'harmonie de Dieu par un monde de la sauvagerie libérale, et qu'en fait, quand on étudie sérieusement, c'est ça qu'on découvre, c'est qu'en fait, les Lumières et les encyclopédistes sont en fait les chantres et les théoriciens du libéralisme à la française, ce qui explique tous les paradoxes d'aujourd'hui, notamment la société actuelle, où effectivement, le gouvernement Hollande, au nom de la liberté économique et de la rationalité, est en train de détruire, par exemple, le CDI, etc. Donc ça sera sans doute le moyen de discuter de tout ça après par un jeu de questions-réponses. Donc pour respecter le travail de Marion, c'est Marion qui va assurer l'essentiel de la conférence, de façon très précise et très technique. Moi, je vais noter les remarques qui vont me venir et je ferai une petite intervention plus courte après. Enfin, on procédera au jeu des questions-réponses, parce que je pense que les gens qui sont là aiment bien intervenir, et vous pourrez poser les questions que vous voulez à qui vous voulez des deux, et nous répondrons. Donc, je pense que la conférence de Marion va durer à peu près 1h30, parce que c'est un gros travail. Moi, derrière, j'interviendrai pendant une demi-heure maximum, et après, il nous restera encore une bonne heure pour le jeu de questions-réponses, et je pense même qu'on pourra garder un peu de temps après, puisqu'il y a encore des livres à vendre, pour faire des dédicaces, parce que c'est un rituel auquel les gens sont attachés, c'est quand ils ont acheté un livre en présence des auteurs, ils aiment bien parfois avoir une dédicace, ce qui permet de doubler la valeur du livre, voire de la quadrupler si l'auteur meurt dans l'année. Ce qui n'est pas impossible. Voilà. Donc, Marion, c'est à toi. Merci, Alain. Bon, je peux vous dire en préalable que je suis très très impressionnée. D'abord d'arriver avec Alain, parce que c'est quelqu'un que j'estime profondément. Je pense qu'il le sait. Ferme-toi les oreilles, il ne faut pas lui dire, parce qu'après, il va se croire au glin. Mais je vous assure que s'il n'y avait pas Alain, je ne serais pas là aujourd'hui, clairement. Ça a été la rencontre du siècle, pour moi. Je suis impressionnée aussi de vos applaudissements. Je suis impressionnée de tout ce que vous me dites sur Internet, sur mes articles, sur mes vidéos. Vous savez, je suis une femme de cœur, moi. C'est au cœur que ça touche. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que je sais des Lumières. J'en ai déjà parlé à différentes reprises, mais j'ai voulu, pour cette conférence ici présente, j'ai voulu vous parler de ce qui se passe dans le siècle à partir de 1763, qui est un tournant dans le siècle de Louis XV. Alors, 1763, c'est le règne de Louis XV. La France vient de perdre la guerre de 7 ans, qui a été la première des guerres mondiales. Attendez, je crois que ça peut-être un peu, voilà. Ça a été une sorte de guerre mondiale, puisque les fronts ont eu lieu sur le continent. Il n'y a pas eu de front en France, mais les fronts ont eu lieu sur le continent, en Amérique et en Inde. La France a perdu absolument tous les débuts de son premier espace colonial, au profit de l'Angleterre. C'est-à-dire que la montée de la puissance anglaise dans le monde, au détriment de la France, c'est 1763 que ça se joue. Le 10 février
1763, est signé à Paris un traité par lequel la France cède à la Grande-Bretagne et le Canada la Louisiane, la vallée de l'Ohio en Amérique, pas aux États-Unis, en Amérique, ses îles au sucre, c'est-à-dire tout son espace colonial des Antilles, le Sénégal et son empire des Indes. C'est-à-dire que c'est une calamité. Voltaire dira que c'était pas grave, qu'on a juste perdu quelques arpents de neige, mais Voltaire, il roulait pas pour la France, incontestablement. 1763, ça fait 1 an que les jésuites sont vaincus. C'est-à-dire que les jésuites étaient la tête pensante du catholicisme français. Ça fait 1 an qu'on les a chassés, interdits, vaincus, qu'on a pris leurs écoles et qu'on les a chassés du royaume de France. C'est-à-dire que pour ce qui se prépare, il n'y a plus la tête pensante susceptible d'opposer une résistance à la fois intelligente et structurée, organisée. Les jésuites, c'était un ordre catholique, donc ils étaient organisés. Ils avaient des maisons un peu partout. Et la disparition des jésuites fait que l'attaque qui se prépare et que je vais vous raconter se trouve absolument sans aucune résistance en face. Donc les partisans des Lumières sont débarrassés de leur plus solide adversaire. Les jésuites et les gens des Lumières se disputaient par journaux interposés, c'est terminé. Les Lumières vont pouvoir répandre leur idéologie sans aucun frein. L'encyclopédie se vend très bien, elle va publier son 8e tome. Et Voltaire, qui n'est pas à Paris, qui se trouve au bord de la Suisse dans un village qui s'appelle Ferney, occupe toute l'opinion publique en œuvrant pour réhabiliter un protestant du nom de Calas qui a été roué à Toulouse pour l'assassinat de son fils, enfin pour ce qu'on lui attribue, parce qu'on lui attribue d'avoir tué son fils. Donc Voltaire occupe toute l'opinion publique en œuvrant à la réhabilitation de Calas au nom de la tolérance. C'est-à-dire que pour Voltaire, Calas est mort parce qu'il était protestant dans une ville catholique et il en appelle à la tolérance. Voilà pour vous planter le décor. Alors, le tournant du siècle, c'est l'arrivée en influence, on peut presque dire à la place des jésuites, d'un mouvement qui s'appelle la physiocratie et qui a été promu dans l'entourage du roi par la Pompadour. Alors qui est la Pompadour? Elle est la maîtresse du roi. Elle est la maîtresse du roi depuis bientôt 20 ans. Elle ne couche plus avec lui depuis plusieurs années, mais elle continue de pourvoir. C'est-à-dire que dès l'instant où elle est rentrée dans la couche royale, elle a pris sur le roi un ascendant qui ne s'est jamais démenti. Au début, il était très amoureux d'elle, c'était une très très jolie femme. Et elle s'est, parce qu'elle menait une vie de patachon pour suivre le roi partout où il allait, ça voulait dire pas dormir, elle s'est très, très rapidement décatie et desséchée, mais elle est toujours restée dans son entourage immédiat, il ne pouvait absolument pas se passer d'elle, il ne pouvait pas vivre sans elle. C'est elle qui lui a introduit les gens importants du siècle, qui étaient les philosophes Diderot, d'Alembert et bien sûr Voltaire, et beaucoup d'autres gens. Il y avait dans l'entourage de la Pompadour, qui recevait qui elle voulait au château de Versailles, elle avait ses appartements, elle recevait qui elle voulait, elle recevait un docteur qui s'appelait le docteur Quesnay, qui était son médecin personnel et qui se piquait d'économie. Et le docteur Quesnay est le théoricien de ce qui est devenu la physiocratie. Alors, qu'est-ce que c'est la physiocratie? On peut presque dire que c'est l'équivalent, c'est le synonyme de économie. On disait physiocrate ou économiste, mais eux, ils disaient physiocrate à l'époque. Et c'est un monsieur qui participait à l'œuvre de l'encyclopédie, où il a écrit l'article fermier et l'article grain. C'est important à savoir, la physiocratie, c'est une discipline qui parle d'agriculture, de production agricole, c'est de l'agriculture. Ce sont des agromanes, si vous voulez, les physiocrates. Ce sont des gens qui disent que la richesse provient de la terre, provient de l'agriculture, et ils vont développer toute leur idéologie autour d'une espèce de culte de la terre et du travail de la terre. Donc, l'encyclopédie deviendra le catéchisme de la physiocratie. C'est-à-dire, alors vous savez ce que c'est que l'encyclopédie? C'est un dictionnaire qui prétend faire le point de toutes les connaissances du moment. C'est dirigé par Diderot, c'est une entreprise à l'origine franc-maçonne, c'est-à-dire ce sont les francs-maçons qui décident de faire un dictionnaire qui fasse l'état des connaissances à un moment donné, qui confie ça à Diderot, mais ils n'ont rien inventé, il y avait déjà une encyclopédie anglaise, et à l'origine du projet, les jésuites ont applaudi, parce que les jésuites étaient toujours partisans de plus d'éducation pour le plus grand nombre. Et les jésuites et l'Église se sont retournés contre l'encyclopédie quand ils ont vu ce qu'il y avait dans l'encyclopédie, mais pas sur le principe. Donc faire croire que l'Église s'est opposée au projet encyclopédique parce que c'était la diffusion du savoir, c'est une contre-vérité, c'est exactement l'inverse. L'Église s'est opposée à l'encyclopédie quand elle a dit que ça n'était pas du savoir, mais de l'idéologie. Et je vais vous expliquer laquelle. Donc, la science nouvelle introduite par le docteur Quesnay
la physiocratie essaye de montrer que les lois de l'économie fonctionnent de la même façon que les lois de la physique. C'est-à-dire qu'il y a un ordre naturel de l'économie. Il s'inspire pour expliquer les flux des transactions dans le royaume comme on pourrait expliquer la circulation du sang. Il dit que ce sont des lois de la nature. Et le docteur Quesnay fait un tableau qu'on appelle le zigzag, où il montre comment fonctionne la circulation des marchandises et des monnaies. Et il explique ça au roi, qui est très impressionné, qui ne doit probablement pas y comprendre autre chose qu'à part que Majesté, c'est génial, vous allez voir, et on va gagner des milliers d'essaims avec ça. Mais le roi est tellement impressionné, et il est tellement serré de près par la Pompadour dans ce projet, qu'il autorise les physiocrates qu'il autorise le docteur Quesnay à imprimer son projet sur les presses royales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus proche du pouvoir que ça. Ce sont vraiment des gens qui ont l'oreille du roi, et à qui ils expliquent que c'est pas de la philosophie, c'est pas du rêve, c'est de la science. Et intervient ce mot qui va revenir dans le mouvement des Lumières jusqu'au bout, on oppose la raison à la superstition. C'est-à-dire que la physiocratie, c'est raisonnable. On parle de raison, on raisonne. On ne fait pas on ne parle plus de foi, on ne parle plus de morale, on ne parle plus de bêtises comme ça. On parle de raison. Quesnay a beaucoup d'influence sur... Il s'entoure de plus en plus d'un petit nombre de gens. Il y a des noms comme Le Mercier de la Rivière, qui est un conseiller au Parlement, c'est-à-dire c'est un magistrat. Des noms comme Gournay et Turgot, dont vous avez peut-être également entendu parler. Mirabeau, c'est un nom qui va revenir aussi. L'abbé Baudot, Dupont de Nemours, c'est un nom qui va rester également. Ils deviennent une espèce de secte institutionnalisée. Alors je le redis à chaque fois, secte, c'est pas une injure à l'époque. Une secte, c'est une organisation de ce type, on disait comme ça. Une secte institutionnalisée qui assure au roi qu'ils vont élaborer le meilleur gouvernement possible. Ils ont une méthode universelle et rationnelle d'analyser les choses économiques et les choses politiques, et ils écrivent dans toute l'Europe, c'est le règne de l'agromanie, de la physiocratie, et tout le monde se pique d'agromanie, tout le monde veut être agriculteur, et c'est l'époque où Voltaire se prétend être, il dit, laboureur, viticulteur et berger. Tous ces gens se disent laboureur, viticulteur et berger, ce qui, dit Voltaire, vaut 100 fois mieux que homme de lettres. Voilà. Donc on entre dans le domaine des choses sérieuses, rationnelles, les lumières éclaboussent de leur clarté le royaume au sommet. Le gouvernement assure aux économistes, c'est-à-dire aux physiocrates, toute une protection, subventionne leur journal, emploie leurs militants et finance leurs tracts. Ces gens-là font ce qu'ils veulent. Le roi a entièrement confiance en eux par l'intermédiaire de la marquise de Pompadour. Alors, quel est le système que ces gens veulent absolument réformer? Parce qu'ils arrivent pour dire, voilà, les choses ne vont pas bien, nous allons les arranger. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent réformer? Je vais vous expliquer comment fonctionnait la circulation des subsistances, c'est-à-dire de la nourriture pour la population, dans l'Ancien Régime, avant l'arrivée de ces géniaux réformateurs. Il y avait la police qui était l'instrument pour le gouvernement pour assurer la subsistance du peuple. La police était l'organisation dépendant du roi ou des parlements, enfin du roi puisque tout remontait au roi, qui s'assurait que toute la France était approvisionnée et que tout le monde avait à manger. Dès le XVIe siècle, le Parlement de Paris, qui étaient les juges qui rendaient la justice au nom du roi, c'est la justice déléguée, punissait les meuniers qui vendaient de la mauvaise qualité. C'est-à-dire que toute l'organisation du royaume consiste à faire en sorte que tout le monde mange et qu'il n'y ait pas des voleurs ou des prévaricateurs ou des gens malhonnêtes qui fournissent par exemple du mauvais pain ou à un prix trop élevé. C'est la raison d'être de toute l'administration du royaume. Le procureur général, c'est-à-dire le premier magistrat du Parlement, se proclamait le premier protecteur de la capitale. Et il y avait un ancien premier président au Parlement de Paris qui était surnommé le boulanger. Le contrôleur général, c'est l'équivalent du ministre des Finances. Il est le principal délégué du roi pour le ravitaillement. C'est-à-dire que le premier ministre, c'est l'équivalent d'un premier ministre. Son rôle essentiel, c'est de s'occuper du ravitaillement. Il faut que les gens mangent, d'accord? C'est l'obsession, c'est la raison d'être de la royauté. Faire en sorte que tout le monde mange. Et le contrôleur général passe par-dessus les différents conseils, parce que le gouvernement, ce sont différents conseils, pour travailler directement avec le roi. Le contrôleur général a l'oreille directe du roi, puisqu'il s'occupe de subsistance.
Jusqu'aux années 1760, pouvoir et parlement avaient la même conception du rôle de la police. Et sur le plan local, dans les provinces, les maires, les échevins, les capitouls, les jurats, les prévôts, les lieutenants, les commissaires de police, les procureurs ont comme préoccupation d'assurer l'approvisionnement en grains à un prix raisonnable dans les villes, dans les villages les plus reculés. Le problème posé par cette organisation est que Paris dévore la province. C'est-à-dire que Paris ne produit pas, par définition, parce que c'est une ville, donc il faut aller chercher pour assurer l'approvisionnement de Paris. Vous avez des gens qui vont chercher les subsistances jusque sur un rayon de 160 km autour de Paris. Et la province prend Paris pour un parasite, et il y a beaucoup de manifestations populaires quand il faut absolument, quand il y a un certain manque et qu'il faut aller chercher des subsistances assez loin. Les populations résistent aux enlèvements de grains qui sont faits pour le compte du roi, pour aller approvisionner Paris ou une autre grande ville. Et le peuple affirme et a toujours affirmé qu'il a des droits légitimes à sa subsistance. C'est-à-dire que la résistance des villes et des villages à l'enlèvement, on ne relevait jamais tout, hein, mais enfin disons à l'enlèvement d'une partie de leur surplus pour aller nourrir Paris, ça déclenche souvent des révoltes, des jacqueries, et très souvent, la police locale se met avec les émeutiers, avec les manifestants, disons. Puisque le rôle de la police étant d'assurer les subsistances du peuple, quand le peuple proteste qu'on lui enlève ses subsistances, la police est avec lui. Voilà. Bon, ça pousse jamais à... On ne peut pas dire qu'il y a mort d'homme systématiquement, mais il peut y avoir des échauffourées. Donc, le principe du marché au grain a été élaboré par un monsieur qui s'appelle Nicolas de la Mare, qui était un magistrat français à qui Louis XIV avait demandé d'écrire le traité de la police. Si vous aimez l'histoire, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un magnifique ouvrage d'histoire, on le trouve, moi je l'ai trouvé à la bibliothèque municipale d'Auxerre. À mon avis, on doit pouvoir le trouver dans toutes les bonnes bibliothèques municipales. Le traité de la police, écrit en 1709 par Nicolas de la Mare, est vraiment un magnifique livre qui vous montre tous les aspects de la vie quotidienne de vos aïeux. En histoire, on vous montre jamais le peuple. Ouvrez le traité de la police de la Mare, vous allez le voir sur les marchés, vous allez voir comment ils mangent du beurre, de la viande, du mouton, les chandelles. Enfin, vous allez voir vraiment apparaître la vie de nos aïeux dans les villes. Ce que dit Nicolas de la Mare dans son traité, c'est que le principe de base, le grain n'est pas une denrée comme une autre. D'accord ? Tous ceux qui se livrent au commerce du grain exercent des responsabilités graves vis-à-vis de la société. Ce qui veut dire que le commerce des grains n'est pas un commerce comme un autre. C'est un service public. Le grain détenu par un marchand ne lui appartient pas. Le marchand a le droit de vendre le grain, mais le grain ne lui appartient pas. C'est un bien commun sur lequel la société a des droits. C'est la raison d'être de tout ce système policier. Le commerçant en grain doit résister à ses intérêts propres, c'est-à-dire que son gain, le gain du marchand, le marchand va acheter du grain dans un lieu pour aller le porter dans un autre où on en manque. Il va arriver après que la population locale se sera servie. Il n'achètera que le surplus une fois que la population aura terminé de se servir. Et il est interdit à ce marchand de faire un gain autre que juste et légitime. Il n'a pas le droit de s'enrichir. On ne peut pas s'enrichir sur le grain. C'est-à-dire que son gain, pour qu'il soit légitime, il faut qu'il soit la source de son travail et non pas son aptitude à manipuler l'offre et la demande. C'est interdit, c'est mal vu, c'est péché, je peux dire, parce que l'Église condamne l'enrichissement sur le commerce de grains. Le droit canon méprise ce type de commerce. Et dans l'imaginaire populaire, le marchand est le prototype du menteur qui menace la société. La population française n'aime pas les marchands. Le commerce est très mal vu. On sait se souvenir que dans la mythologie grecque et romaine, et les gens sont un petit peu lettrés, Mercure c'est le dieu du commerce et des voleurs. Donc un commerçant c'est toujours un petit peu un voleur, en tout cas potentiellement. Et dans la littérature populaire, le marchand est en dernière place dans l'ordre du salut, si tant est qu'il ait une place. On n'est pas tout à fait sûr que le marchand ira au paradis. Alors, il y a une gradation dans la méfiance. Le négociant international, alors lui c'est un homme sans patrie, c'est quelqu'un dont il faut absolument se méfier, mais pis que tout, c'est le commerçant en grains, c'est un homme sans conscience. Les gens détestent les commerçants et plus que tout le commerçant international. Ce que dit Delamare, c'est que ce commerçant international ou ce marchand de grains, avide, il n'offre pas son produit à la vente, il le cache en attendant qu'il monte et il est la cause de la cherté. Voilà ce qu'on pense des marchands à l'époque.
En 1660, c'est le début du règne de Louis XIV, c'est-à-dire un siècle avant la période dont je vous parle. Le Parlement de Paris a censuré des marchands qui dévastaient les campagnes en achetant du grain pour l'amasser dans des entrepôts secrets. Ça, c'est le crime social. C'est le crime social. Et en 1663, Larénie, qui était le premier lieutenant général de police nommé par le roi Louis XIV, accusait les monopoleurs de faire monter les prix. C'est-à-dire que les moments où le prix de la subsistance est trop cher, c'est parce qu'il y a des gens qui amassent pour se faire de l'argent, c'est-à-dire des ennemis publics. Les marchands sont les ennemis publics parce qu'ils monopolisent le grain. Qui est l'ennemi? Le monopoleur. C'est comme ça qu'on dit. Donc, quand il y a faim et misère, pour quelque raison que ce soit, tout vient du monopole. C'est le monopole qu'il faut détruire. Et pour Mercier, qui était un observateur qui a écrit un tableau de Paris, il disait « Le monopoleur est un assassin et le monopole est un crime social ». Voilà comment ça se passe. Comment fonctionne le commerce de grains? Il faut quand même un commerce de grains, puisque vous avez du surplus ici et éventuellement un manque là. Donc on a besoin de marchands. C'est pas l'État qui va charger, il n'y a pas de service public autre que de laisser faire les marchands. Pour porter du grain ici en abondance et là en manque, on laisse faire les marchands, mais sous surveillance. Donc quiconque veut vendre du grain, faire profession de marchand de grain, doit se faire enregistrer, déclarer son identité, son domicile, déclarer les lieux d'achat du grain, le nom du paysan chez qui ils l'ont acheté, enfin le nom de la personne à qui il l'a acheté, les lieux de leurs entrepôts, leurs prévisions et leurs destinations. Et il y a également des enquêtes de voisinage et de moralité. On ne laisse pas n'importe qui acheter du grain pour le revendre. Tous ceux qui ne s'enregistrent pas sont des brigands, sont des délinquants. C'est la prison immédiate. Toutes les transactions de subsistance doivent être publiques au marché entre certaines heures. Vous avez à l'ouverture du marché une cloche, le marché au grain commence, et quand la cloche ressonne, c'est terminé. Et toutes les transactions se sont faites publiquement sur la place du marché. Si quelqu'un est surpris à posséder une charrette de grains dont il ne peut pas dire qu'il l'a acheté au marché entre telle heure et telle heure, et donc on peut soupçonner qu'il est allé l'acheter directement chez un producteur, c'est l'arrestation immédiate. Voilà le règlement. Le prix du grain est vendu à ce qu'on appelle le juste prix. Je l'ai mis en gros. Le juste prix, c'est celui qui ne lèse ni le marchand ni le consommateur. L'idée de juste prix est ce qu'on doit assurer et qui est contraire au monopole. Dès qu'il y a un monopole, le prix est plus élevé. Le juste prix, c'est le prix qui assure qu'il n'y a pas de monopole. Et en temps de crise, parce que vous avez une grosse sécheresse ou des inondations, que la récolte a été mauvaise, pour une raison ou pour une autre, en cas de crise, le juste prix peut être imposé par les autorités, c'est ce qu'on appelle la taxation. Retenez ce mot, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que la taxation? Quand le blé devient trop cher parce qu'on en manque, on taxe le blé, c'est-à-dire qu'on le ramène de force au juste prix. Et le peuple attend que le gouvernement, c'est-à-dire que le roi, impose la taxe. Taxation, ça veut dire faites baisser autoritairement le prix des denrées. La taxation a des racines très très anciennes. On dit que ça a des racines bibliques. Le fait pour les autorités de permettre au peuple de ne pas sombrer, de ne pas devenir victime de gens qui vont abuser de la situation pour faire du pain trop cer, c'est aussi vieux que la civilisation dans laquelle nous vivons. La taxation se pratique dans toute l'Europe. Et à Paris, il y a un certain nombre de denrées qui sont de toute façon taxées. Par exemple, le bois, la cire, la viande et le foin sont taxés. On n'a pas le droit de vendre au prix qu'on veut. Voilà. Le marchand ne fait pas la loi, il obéit à la loi. D'une façon générale, les marchands de grains et les meuniers, alors pourquoi les meuniers? Parce que le meunier, c'est la personne à qui vous portez, quand vous êtes paysan, vous portez votre blé pour qu'il le transforme en farine. Et le meunier se fait payer en argent et en blé également. Donc il est un peu stockeur de blé, il est un petit peu marchand de blé également. Et de ce fait, il est très mal vu de la population. Et le marchand de blé et le meunier ont une réputation détestable. Et ils reprochent, ces deux corporations reprochent à la police de leur faire une mauvaise réputation en les faisant passer pour des criminels. Et les policiers répliquent, c'est pas nous qui disons ça, c'est le peuple, et le peuple n'a pas besoin de nous pour penser ce qu'il pense, il est bien assez grand. Voilà. Il y a beaucoup moins de mépris de la part de la police pour ce qui concerne les prises d'opposition du peuple que de la part des marchands. Alors que disent les physiocrates?
Ils disent « La police incarne ce qu'il y a de plus mauvais dans le gouvernement. La police, c'est la tradition. Et la tradition, c'est l'ennemi. On est les lumières. On va éclairer le monde. On va vous changer tout ça. » Ils disent « La police, mais elle est vénale et stupide. » Voltaire, je vais vous dire, Voltaire, il y a toujours un truc pour Voltaire dans tout ce que je raconte. C'est normal, c'est l'homme du siècle. Il explique à propos des marchands. Écoutez bien, il dit « En France, le négociant entend lui-même parler si souvent avec dédain de sa profession qu'il est assez sot pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surat et au Caire et contribue au bonheur du monde. » C'est-à-dire que Voltaire, qui est quand même une figure emblématique des Lumières et du mouvement, pour lui, il y a deux sortes d'individus, il y a les courtisans et les marchands. Et lui, bien sûr, il est du côté des marchands. Mais toute la France qui travaille derrière, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, ça caractérise beaucoup Voltaire. Le précurseur du mouvement qui a critiqué sévèrement la police et son rôle, c'est un monsieur qui s'appelle Herbert, et qui en 1753, c'est-à-dire pile 10 ans avant le 1763 fatidique, a écrit « Essai sur la police des grains ». Et ce Herbert tire à boulet rouge sur tout le système de protection policière. Il dit « La croyance au monopole est un préjugé barbare et un fantôme périmé ». Comment les gens peuvent-ils être assez bêtes pour s'imaginer que s'il n'y a plus de police, il y aura du monopole? C'est un préjugé. Et croyez bien, qu'est-ce que c'est les Lumières? Tout le monde le sait, hein, puisqu'il y a un philosophe qui s'appelle Kant, je crois qu'il l'a dit, les Lumières, c'est le contraire des préjugés. Les préjugés, c'est quoi? C'est de croire au monopole. C'est leur définition. Il dit, n'est-ce pas plutôt de la contrainte et des entraves que nous donnons à ce commerce que naissent les désordres qui nous alarment tant? C'est-à-dire que si les prix montent, c'est pas en dépit de la police, c'est à cause de la police. C'est la police qui fait monter les prix. Et Herbert critique le magnifique livre de Delamarre en disant « La police n'a jamais fait pousser un épi ». Voilà. Les policiers ne font pas pousser les épis, donc ils sont là pour empêcher les gens de manger. C'est pratiquement à ça que ça revient. Et alors surtout, et là ça va être le tournant du siècle, écoutez bien, l'intérêt personnel est le fondement de toute activité humaine. Et c'est un agent d'émancipation. L'intérêt personnel. Avant, vous aviez le respect de la loi, de l'ordre et de la morale. Vieille lune. Maintenant, c'est l'intérêt personnel. Le progrès va passer par la glorification de l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est le moteur le plus puissant de l'humanité, dit-il. Il dit parce que le profit, la recherche du profit, exclut le risque, le gaspillage et l'inefficacité. Un homme qui recherche son profit, il va forcément être efficace, il va forcément éviter le gaspillage et le risque. Donc, confions-lui nos intérêts. Il dit le grain est un simple objet de commerce, il faut démythifier. Delamarre dit le grain n'est pas une marchandise comme une autre. Herbert dit le grain est un objet de commerce comme un autre. Lumière, lumière. La police doit combattre les instincts primitifs du peuple et dénoncer les préjugés populaires au lieu de s'appuyer dessus. C'est-à-dire que ce que demande Herbert, c'est que la police, au lieu de conforter le peuple dans sa superstition qui sont là pour le protéger, doit comprendre au contraire qu'elle est là pour expliquer au peuple que c'est plus comme ça que ça va se passer. Et penser autrement que libéral, c'est être victime de préjugés. Voilà, les Lumières qui montent, c'est 1753. Un agronome du nom de Monceau a condamné les préjugés populaires hostiles à la liberté de stocker. Parce que empêcher les gens de stocker du blé, c'est encore du préjugé. Il dit le public ne trouve jamais le prix du grain assez bas. Il pousse l'injustice jusqu'à refuser aux fermiers le profit honnête qui lui est dû. Le peuple est injuste parce qu'en ne voulant pas que le fermier stocke son grain, il lui refuse l'honnête profit qui lui est dû. Et pour vous expliquer en quoi ces lumières sont totalement incongrues par rapport à ce qu'a été la royauté, je vais vous lire une déclaration de Louis XIV de 1699. Écoutez bien, la royauté, c'est ça. Les soins que nous avons pris pour faire fournir les blés à nos peuples, dans quelques provinces où il en manquait, nous ont fait connaître que ce qui avait le plus contribué à augmenter leurs besoins n'avait pas tant été la disette de récolte, disette c'est manque, que l'avidité de certains particuliers qui, bien qu'ils ne fussent pas marchands de blé par leur profession, se sont néanmoins ingérés à en faire commerce. L'unique but de ces sortes de gens étant de profiter de la nécessité publique, ils ont concouru par un intérêt commun à faire des amas cachés
qui, en produisant la rareté et la cherté des grains, leur ont donné lieu de revendre à beaucoup plus haut prix qu'ils ne les avaient achetés. Et après avoir fait examiner dans notre conseil les moyens les plus propres à faire cesser ce désordre, nous avons cru qu'il n'y en avait point de meilleur que de suivre la voie de nos prédécesseurs, etc., etc., c'est-à-dire de donner libre cours à la police pour qu'elle fasse son travail. Parce que la police, elle n'était pas tout le temps sur les dents. Il y avait la police, il y avait les actions de la police en temps normal quand il n'y avait pas de pénurie, et en cas de pénurie, tout le monde sur le pont, et c'est ça que dit Louis XIV. Donc vous entendez la logique du roi. La logique du roi, c'est des gens se sont enrichis sur la nécessité, nous allons y remettre de l'ordre. Et ce que dit Herbert, c'est exactement l'inverse. Herbert dit, s'il y a du désordre, c'est parce qu'il y a de la police. Le journal du commerce, qui est un journal physiocrate, dit, et tenez-vous bien, parce que là, vous avez toutes les lumières derrière ça, contrairement aux cultivateurs qui travaillent instinctivement et automatiquement. Le cultivateur, c'est un abruti. Hein. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein, vous savez. Moi, je sais très bien qu'on a le droit d'insulter personne en France, sauf les paysans. Toujours des... Donc, il dit, contrairement aux cultivateurs qui travaillent instinctivement et automatiquement, le marchand médite, pèse, mesure, calcule, combine les idées, discute les principes, prévoit l'abondance ou les disettes, la guerre ou la paix. La liberté libérerait son génie. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les abrutis, les paysans, c'est-à-dire quand même 90% de la population de France, hein, nos aïeux, vos aïeux, les nôtres. Et en face, le génie du commerçant. C'est ça qu'on nous vend. Le lobby des propriétaires riches est très puissant en France. Et ce qu'on appelle la classe des propriétaires, ils ne constituent pas plus que 5 à 8% de la population, mais ils ont 50% des terres. Alors, ce qui est comme des terres, des fermages et de tous les revenus, les dîmes, les droits seigneuriaux, etc. Ce qui veut dire quand même que 50%, les 50 autres pourcents sont tenus par des petits paysans. Il ne faut pas oublier que la France de l'Ancien Régime, c'est également une France de paysans propriétaires. Donc le lobby coordonne toutes les actions et il lance la propagande libérale à tout vent à partir du texte de Herbert et de la propagande de Quesnay et de son zigzag. À Saint-Malo, les consuls, c'est-à-dire les magistrats locaux, annoncent qu'une pleine liberté ruinerait l'Angleterre. Ça veut dire que dans une période où l'Angleterre est l'ennemi, hein, c'était déjà le cas et ça l'est resté pendant longtemps, on envoyait les magistrats locaux envoyaient de la propagande disant « liberté, liberté, ça mettra l'Angleterre à genoux ». Hein, ce sont des arguments patriotiques. Il nous faut absolument la liberté. La liberté, c'est la liberté de ne plus avoir affaire à la police. Hein, je pense que vous avez compris. D'autre part, le lobby a rédigé un rapport totalement tendancieux, mais totalement faussé, tendant à démontrer que la liberté du commerce entre les provinces, la liberté absolue entre les provinces, était la loi primitive royale française et que la police est une invention récente. C'est faux. C'est faux. La royauté, depuis qu'elle existe en France, a assuré les subsistances pour le peuple. C'est la raison d'être de la royauté. Donc ils font des rapports tendancieux, ils réécrivent l'histoire pour dire que ça n'est pas vrai. Et ils expliquent bien sûr que la police est la cause du déclin et de la destruction de l'agriculture française. C'est une époque où ces gens se répandent auprès du roi en disant l'agriculture française est en déclin, l'agriculture française est à l'agonie, la France va mourir de faim si on ne fait pas quelque chose. Le roi de là où il est, il n'a pas forcément tout à fait les moyens d'aller vérifier que ça n'est pas vrai. Et la source de la disette et des monopoles, c'est la police. C'est-à-dire qu'il renverse complètement l'analyse que fait le peuple. Et pour supprimer les disettes, il faut la liberté du commerce des grains. Ils inondent le Conseil royal de mémoire, exigeant la liberté pour sauver le royaume. Le royaume va mourir. D'accord ? La France est au bout du rouleau. C'est terminé, bientôt c'est fini. Il nous faut la liberté pour la redresser. La liberté du commerce des grains. Pour les physiocrates, les disettes, alors c'est très important à comprendre ça, pour les physiocrates, les disettes sont toujours créées par l'opinion. C'est-à-dire que si on manque de pain quelque part, c'est parce que les gens ont eu peur, et c'est la peur qui crée le monopole. Donc il suffit d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur. Et le Mercier de la Rivière, Dupont et Quesnay font absolument pression sur l'opinion, ils inondent vraiment l'opinion de libelles et d'explications pour dire liberté, liberté, liberté contre la mauvaise opinion qu'ont les gens. D'accord ? Les gens sont bêtes, ils ne comprennent pas. La liberté va leur faire comprendre. Jean-Baptiste Bertin, c'est un ancien lieutenant général de police, c'est-à-dire un monsieur qui a dirigé complètement la police dans le rôle que je vous ai dit. Il devient, en 1759,
contrôleur général des finances. C'est-à-dire qu'il va changer de... Il prend du galon. Contrôleur général des finances, c'est l'équivalent de ministre des Finances et Premier ministre, hein, les deux à la fois. Et il pense que... Alors, on lui demande de préparer une loi qui va instaurer la liberté, hein, cette liberté chérie des Lumières. Et lui, il va préparer le projet en disant, mais écoutez, dans un premier temps, on va exclure Paris de la liberté. Alors pourquoi? Parce que Paris, ils en ont peur. Hein. Paris, c'est le peuple au bord à 2 pas du pouvoir. Et si on crée la liberté à Paris et que ça se passe mal, on ne pourra pas gérer. Donc il dit, d'accord, on va faire une expérience en France, mais on va exclure Paris. Turgot écrit, alors Turgot, c'est vraiment un personnage des Lumières que tout le monde connaît, enfin tout le monde a entendu parler, on ne sait pas qui est Turgot, mais tout le monde a entendu parler de Turgot, c'est l'homme des Lumières, c'est l'alter ego de Condorcet, Turgot, Condorcet, Voltaire adorait Turgot, enfin Turgot c'est vraiment l'homme des Lumières. Il était à ce moment-là intendant du Limousin. Intendant, c'était l'équivalent sous le royaume des rois, sous la royauté, c'était l'équivalent d'un préfet, de ce que sont devenus les préfets, c'est-à-dire c'est le représentant du roi dans la province. Bon. Et lui, alors Bertin lance un questionnaire à tout le corps administratif pour connaître leur opinion sur la préparation qui se fait d'une loi libérale. Et Turgot répond à côté en exigeant la liberté totale, seul, dit-il, capable de sauver la France de l'horreur, tenez-vous bien, de la surabondance et de la famine. C'est-à-dire que pour Turgot, quand il y a trop de blé, c'est là que les gens ont faim. Ben c'est normal, il y a trop de blé. Donc le prix baisse, donc le gars qui l'a le vend pas, donc les gens n'ont pas de blé et c'est là qu'ils meurent de faim. Ce sont des gens qui expliquent que la surabondance, c'est la famine. Donc, Bertin inonde toute l'administration dont il a la charge de propagande libérale avant d'envoyer son avant-projet. C'est-à-dire qu'il leur explique liberté, 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 puis après il leur dit qu'est-ce que vous en pensez? Une façon, à sa manière de faire une enquête. Et il explique que le seul moyen d'encourager l'agriculture est d'assurer la liberté du commerce intérieur et de garantir aux cultivateurs un prix proportionnel à leur travail. Alors présenté comme ça, c'est joli. Cultivateur, mais c'est qui le cultivateur? Vous croyez que c'est le gars qui cultive ou le gars qui possède la terre? C'est pas toujours les mêmes. Et c'est là que le bas va blesser et que les choses vont mal tourner. Donc Bertin fustige la police dont il a eu la charge quand même pendant plusieurs années. Et dans son projet de loi, il prévoit d'abolir l'obligation d'enregistrement des marchands. Les marchands jusqu'à présent, c'était des gens qu'on pouvait suivre à la trace, on dit on arrête. Allez, on n'enregistre plus les marchands, n'importe qui peut être marchand. Il supprime l'interdiction de stockage et d'échange hors du marché. Vous n'êtes plus obligé de venir au marché pour vendre le blé. Vous pouvez le vendre depuis votre grange. Vous êtes producteur de blé, le marchand passe, vous pouvez lui vendre votre blé directement de la ferme à sa charrette. C'était interdit, c'était puni gravement sous l'ancien système. Là maintenant, ça devient possible. Et il garantit la liberté de circulation à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à travers tout le royaume, le blé peut passer d'un lieu à un autre sans aucun contrôle. Il interdit à la police d'intervenir. La police, c'est sa raison d'être d'intervenir. Ne vous inquiétez pas, on va lui trouver quoi faire. Il dispense de tous les droits intérieurs pour les grains sur les ponts, les routes et les fleuves. Alors ça, c'était assez... Il y avait des péages partout, d'ailleurs, je vous signale, quand on tournait autant des péages. Hein. Maintenant, c'est pas difficile. Hein. Bon, avant, on payait déjà. Maintenant, on ne sait pas où ça va. À l'époque, on savait où ça allait, puisque les péages, ça revenait à l'autorité locale. C'est une façon de faire rentrer de l'argent pour les municipalités, en fait, les péages. Donc il dit, pour empêcher que le prix du grain monte de trop, on va supprimer tous les péages. Alors merci pour les gens qui encaissaient précédemment le prix des péages, c'est-à-dire les administrations locales. Enfin, peu importe, si c'est pour le bien du peuple, admettons. Et il dit que seule l'exportation est prohibée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre du blé français à l'étranger, pour le moment, dit-il. Et Paris fait exception. Or, la façon dont fonctionnait la police, alors la police, ils ne comprennent pas, ils disent, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, la police a dit, on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas de marchands. On a besoin de marchands, je vous ai expliqué, quand il y a trop de blé ici et quand il n'y en a pas assez là, on a besoin de marchands. Tout ce qu'on demandait simplement, c'est qu'ils ne fassent pas la loi. On voulait que les marchands obéissent, c'est pas qu'ils commandent. Or, cette police a toujours été, et ça ce sont les témoins de l'époque qui le disent, enfin les gens concernés le disent, elle disait, elle était tolérante, souple et zélée. Elle pensait que le commerce de grains était trop important pour être laissé aux mains des marchands. Or, pour les physiocrates, pour la secte des Lumières, c'est la police qui crée la disette, et c'est le manque alors que pour la police, c'est le manque de sévérité. Ils sont vraiment en totale opposition. Et pour les physiocrates, la taxation, vous vous souvenez, c'est du vol. La taxation, c'est du vol. Dès que le prix est trop cher, le peuple crie taxation, taxation. Pour les physiocrates, la taxation, c'est du vol. Toutes ces lois d'Ancien Régime,
toute cette protection du peuple sont complètement contraires aux droits de la propriété qui sont en train de monter. Je suis propriétaire de mon grain, j'en fais ce que je veux, liberté, liberté, c'est ça qui est en train de se jouer. L'expérience libérale se passe comment? Louis XV limoge Bertin, qui a fait ce projet de loi, et il nomme à la place un monsieur Laverdy, qui est un membre du Parlement. Le Parlement, c'est le tribunal, c'est la justice, c'est les juges, qui est suspect de janséniste. Alors, en 2 mots, le Parlement janséniste a fait une guerre contre la royauté, contre l'Église pendant tout le siècle. Le siècle de Louis XV a été empoisonné par les bagarres entre le Parlement et la royauté, et le Parlement et l'Église. Ça n'a pas arrêté, ça se trouve abondamment dans mon livre sur Damien et dans mon livre sur la Marche Rouge, je raconte ça. Je pense que je peux encore en écrire un 3e là-dessus. Prendre un magistrat janséniste pour le mettre contrôleur général, c'est une façon pour le roi de dire on va apaiser la querelle avec le Parlement. Donc le roi appelle un monsieur qui s'appelle Laverdy, qui va devenir contrôleur général et qui va appliquer à la lettre le projet de son prédécesseur Bertin. En mai 1763, la France est à genoux, je vous ai dit, elle a perdu la guerre, l'Angleterre va dominer le monde, la France est endettée, misérable, le roi ne sait plus où se tourner pour avoir de l'argent, il a besoin d'argent pour payer ses fonctionnaires, pour son train, c'est pas s'imaginer que le roi a besoin d'argent que pour payer ses frasques, il en a également besoin pour faire fonctionner son royaume, et il dit, d'accord, on va lancer l'expérience libérale puisque c'est ça qui va nous apporter de l'argent, qui va enrichir tout le monde. Le credo libéral, le credo des Lumières, c'est de dire, dès que la liberté sera instaurée, tout le monde va s'enrichir, tout le monde. Vous avez entendu ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, c'est ça un peu qu'on nous vendait. Alors, il y a une déclaration qui est publiée, alors signée du roi, en mai 1763, qui institue un marché national du grain, alors qu'avant le marché, il était totalement local. Un producteur portait son grain au marché du village le plus proche de son domicile. Maintenant, il a le droit de le vendre où il veut, sur le territoire de la nation, sur le territoire français. La monarchie éclairée va déraciner toutes les habitudes populaires et l'esprit de clocher. Vous savez ce que c'est l'esprit de clocher? L'égoïsme du peuple français attaché à sa petite commune. Ben, on va détruire tout ça. Et on détruit tout le système de contrôle. Tout le système de contrôle est détruit. Et on dit même aux nobles et aux privilégiés qu'ils doivent se lancer dans le commerce. C'est-à-dire que les nobles sont des gens, alors là, pour un noble, devenir marchand, c'est pis que déroger, c'est le déshonneur. On leur dit, mais non, c'est pas déshonorant. Acheter du blé et revendre du blé, faites-le. Tout le monde est poussé à devenir marchand de blé. C'est-à-dire que l'espace de la signature en mai 1763 de cette décision royale, Louis XV rompt avec toute la royauté. Tout le système traditionnel est rayé d'un trait de plume. Le roi renonce à la police et au principe que la police avait régi pendant des siècles et des siècles. Et 1 an après, juillet 64, on passe du national à l'international. C'est-à-dire que 1 an après le début de la libéralisation, on ne libéralise plus seulement sur la France, on libéralise sur l'Europe. La France entre dans le marché commun de l'Europe. Cette législation fait du commerce de grains, non pas l'activité qui régit les subsistances, mais l'activité qui régit l'agriculture en tant qu'activité économique destinée à s'enrichir. L'agriculteur n'est plus là pour nourrir le peuple. L'agriculteur est là pour faire vivre l'économie totalement déconnecté de son rôle nourricier. Et alors, au moment où l'exportation est signée, vous inquiétez pas, l'importation aussi sera autorisée. C'est-à-dire que le credo consiste à dire, vous avez peur que tout le grain sorte? Oui, mais ça sera libre, donc il y aura aussi du grain qui pourra rentrer. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, ne vous inquiétez pas. Ça va être la libre circulation des subsistances à travers toute l'Europe, dans les 2 sens. Or, il faut savoir que du temps d'Henri IV, alors Henri IV, il est mort en 1610, c'est vraiment le siècle et le siècle avant, c'est un siècle et demi avant, il considérait l'exportation en cas de difficulté comme un crime de lèse-majesté. On était puni de mort quand on exportait du grain en période de difficulté. Et exporter du grain en période de difficulté, c'était exporter du grain tout court, c'est-à-dire que ce n'était pas un marchand qui pouvait exporter du grain.
en quelque période que ce soit. Il fallait qu'il ait l'autorisation et éventuellement même l'ordre de le faire. Donc en fait, on a remplacé l'absolutisme par la loi naturelle. Le grain va circuler librement. Il est devenu une simple source de richesse. C'est la lumière. C'est la fin de l'obscurantisme. Ça s'appelle le progrès. Et c'est vendu comme ça. Ces seules restrictions, il y a des restrictions à l'exportation qui consistent à dire si le grain atteint un prix trop élevé, on va limiter les exportations. Ben, c'est encore de trop. Vous avez des consuls de Saint-Malo qui disent « Il est bien affligeant que l'amour trop tendre du souverain et de ses ministres pour le peuple les empêche d'abroger entièrement et pour toujours cette police craintive et incertaine qui a presque détruit notre agriculture. » Un certain Le Trône, qui est également un magistrat physiocrate, écrit « La déclaration du 25 mai 1763 a abattu ces barrières intérieures élevées par la timidité, si longtemps maintenue par l'usage, si favorable au monopole et si chère aux yeux de l'autorité arbitraire. Mais il reste encore à faire le pas le plus essentiel, c'est-à-dire la liberté totale, illimitée, à l'intérieur et à l'extérieur du royaume. » Ils veulent toute la liberté totale, plus aucun contrôle, et y compris bien sûr sur Paris. Donc, ce qu'on veut, c'est la liberté d'exporter sans entrave, qui fera un prix commun du blé en Europe. On veut le marché commun du blé en Europe. Et ça apportera l'abondance. Le bienfait, quand il y aura un prix commun en Europe, ça sera le bon prix, et tout le monde sera content, et tout le monde aura à manger, et tout le monde sera riche, et il n'y aura plus de pauvres. Et l'agriculture, bien sûr, aura reçu un coup de fouet, et ça sera absolument merveilleux. C'est le but, c'est le but. Or, en 1763, la récolte est excellente. Il y a des bonnes perspectives pour 1764, donc les 2 premières années, la population ne le sent pas tellement, mais Turgot et Dupont de Nemours sont là sur les... C'est eux qui ont aidé Laverdy à rédiger son édit d'exportation, l'édit de 64. Ils veulent la liberté inconditionnelle, intérieure et extérieure immédiatement. Ils font pression, il nous faut la liberté totale à l'intérieur et à l'extérieur. Laverdy dit non, écoutez, je vais attendre encore un petit peu pour la liberté d'exportation, et de toute façon, je l'interdirai au-delà d'un certain prix. Alors, comment est-ce que la royauté a pu accepter un truc comme ça? C'est ahurissant, c'est la fin de la royauté. C'est la fin de la royauté. Il y avait un roi avant, et vous allez voir comment le peuple réagit à ça. Le libéralisme a semblé au roi un refuge contre les pressions du Parlement. Le Parlement n'a pas cessé de harceler le roi de France pendant tout le siècle. Et là, le roi se dit... Dans le Parlement, il y a énormément de propriétaires terriens. Les parlements, ils veulent ça. Les juges, les magistrats sont beaucoup propriétaires terriens et le libéralisme les intéresse. Donc le roi se dit, ils vont se calmer si je leur donne ça. Donc ça, c'est un argument, on peut dire, de pas forcément de mauvaise politique. Mais surtout, on lui vend un projet qui est cartésien, c'est-à-dire la raison, et newtonien, c'est-à-dire l'observation. C'est scientifique ce qu'on a vendu au roi. Le roi va sortir des ténèbres, il va rentrer dans la lumière. Et la physiocratie relève non pas de la tradition, et de la loi fondamentale, qui étaient les bases du royaume, mais de la nature et des rois physiques. Et en fait, le roi pense qu'il sait qu'il est de plus en plus impopulaire, il pense qu'il va reconquérir le monde rural, dont tout le monde lui dit qu'il ne fait que l'accabler d'impôts. Et ça, c'est vrai que le roi accable la population d'impôts, ça a toujours été, les Français ont toujours payé des impôts, ils ont toujours trouvé qu'ils en payaient trop, et à mon avis, c'est probablement vrai également, mais d'un autre côté, une royauté ne peut pas non plus vivre sans impôts. Et ce qu'on a vendu au roi, c'est que grâce à ce système-là, puisque la campagne, c'est les agriculteurs, on va enrichir les agriculteurs, c'est comme ça que ça lui est vendu, il pense qu'il va reconquérir le monde rural et qu'il va pouvoir se faire une popularité qui est gravement entachée par toutes ces frasques et pour tout un tas de choses. Enfin, ça prend un autre sujet. Donc on lui explique que le libéralisme, ça va être un retour au lien charnel qui liait le roi à l'ossature de la nation, la partie la plus précieuse du peuple. Mais ce que le roi ne sait pas, et ce que ces messieurs se sont bien gardés de lui dire, c'est que la majeure partie de la paysannerie fait partie des acheteurs et pas des vendeurs. Le paysan, il achète son grain. Tous les paysans ne sont pas des producteurs de grains pour eux. Vous avez des tout petits paysans, vous en avez qui font de l'élevage, vous avez ceci, vous avez cela. La moitié de la population, la majeure partie, c'est pas la moitié, l'écrasante partie de la paysannerie fait partie des gens qui vont être lésés par l'augmentation du prix du grain. Alors que les gros propriétaires, eux, c'est clair, ils vont s'enrichir, mais ils ne sont pas la majorité, ils vont être la minorité. Et en fait, dans les villes, il est bien évident que les ouvriers vont être également menacés. Hein, si le prix du grain augmente, tous les gens qui sont dans les villes, vous n'avez pas que les gros propriétaires, vous avez tous les artisans, et cette masse des artisans va avoir son niveau de vie qui va dramatiquement baisser.
Donc en fait, ceux qui hurlent pour la liberté dans la campagne, ce sont les gros fermiers, les propriétaires terriens fortunés. Mais ces gens-là se disent cultivateurs. Voltaire, il dit moi qui cultive la terre. Voltaire, il raconte qu'il cultive la terre. J'ai même vu une vidéo sur Internet, enfin ça doit être un téléfilm qui avait été fait sur Voltaire. Comme Voltaire racontait partout qu'il cultivait la terre et qu'il était viticulteur et fermier, berger, etc., il le montre en train de gratter la terre. Enfin, Voltaire grattant la terre, faut pas rigoler, quoi. Il était propriétaire. Hein. Et en fait, tous ceux qui vont s'enrichir, ils vont accaparer les terres, c'est-à-dire que il va y avoir un transfert de propriété à partir de cette expérience-là. Tous ceux qui vont être bien enrichis, ils vont acheter des terres à prix qu'ils ne pouvaient pas s'offrir avant et qu'ils vont devoir, et puis ils vont appauvrir les autres. Hein. Ça va être les vases communicants, c'est absolument évident. Et on dit, ce qu'il faut, c'est que grâce à cette loi naturelle, le roi va modestement gouverner moins pour gouverner mieux. Ça, c'est la grande idée des physiocrates et des gens des Lumières. Le roi gouverne trop. Il faudrait que le roi gouverne moins il va gouverner, mieux il va gouverner. Donc on est en plein progrès, hein, c'est le progrès. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où ça a été vendu à l'opinion, le roi suivait vraiment un courant d'opinion. Même le dauphin, c'est-à-dire son fils, disait que le parti de la liberté comptait 12 millions de Français. La propagande avait été tellement habilement menée que dans l'entourage du roi, on était persuadé que la libéralisation allait être un bienfait pour tout le monde. Et il y a eu effectivement une explosion de joie. Liberté, 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 liberté chérie, le premier pas vers la liberté illimitée. Le procureur du Parlement de Rennes, qui s'appelait La Chaloté, a dit « Ce n'est pas un simple règlement de police qui vient d'être pris, c'est un acte considérable pour assurer le bonheur des peuples. » La France vient d'amorcer un virage historique pour le bonheur du peuple. On verse des lames de joie, les journalistes délirent. Ça y est, la France est sortie de l'Antiquité et de la barbarie. Et on en appelle à la liberté d'exporter illimitée pour faire bonne suite tout de suite, là, allez, tout de suite, pas dans un an, la liberté d'exporter illimitée. C'est ça qui va apporter le bonheur à tout le monde. Et le roi et son entourage sont persuadés qu'ils ont fait quelque chose de très populaire. Et ils sont contents. Ils sont contents. Et ça commence. Donc, rapidement, les libéraux essayent que Paris soit inclus dans le projet libéral, mais on leur dit, peut-être pas, enfin pas tout de suite. Et vous avez à Paris, alors c'est ça qui est intéressant, vous avez un monsieur qui s'appelle Omer Joly de Fleury, qui est avocat général au Parlement de Paris. Le Parlement de Paris est majoritairement pour la libéralisation. Ce sont des gens riches, ce sont des nobles, qui tirent la plupart de leurs revenus, de leur fermage. Et de leur... Bon, la justice est payante, donc en rendant la justice, ils gagnent de l'argent, mais ils ont investi leur argent dans des terres, dans des châteaux, etc. Tous les beaux châteaux du XVIIIe siècle, ça appartient à des magistrats. Majoritairement, le Parlement de Paris est pour le libéralisme. Mais majorité ne dit pas unanimité. Et vous avez un monsieur qui s'appelle Omer Joly de Fleury, qui porte un joli nom, parce que Joly de Fleury, je trouve que c'est joli. Il est le frère d'un épouvantable procureur qui a dépecé Damien vivant dans mon histoire que je raconte sur Damien, c'est-à-dire que les Joly de Fleury se suivent et ne se ressemblent pas. Au moment de la libéralisation, Omer Joly de Fleury, le 5 juillet, c'est-à-dire tout de suite après, 2 mois après, explique que le programme libéral va à la désorganisation sociale, qu'il va y avoir un décalage entre la hausse du pain et la baisse des salaires. Il dit ou bien les employeurs supprimeront des emplois, ou bien ils maintiendront les salaires le plus bas possible. Je vous dis ça pourquoi? Ça veut dire que d'emblée, même s'il n'y avait plus les jésuites pour crier casse-cou arrêté, il y a eu des gens sensés pour dire mais vous êtes dingues, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ces gens n'étaient pas n'importe qui. Omer Joly de Fleury, avocat général au Parlement de Paris, c'était pas n'importe qui. Et il dit, pour les libéraux, ils disent la ruine est imminente et cela dure, langueur, misère, profonde décadence, désolation, etc. Diminution des terres cultivables, augmentation de la paresse et de la mendicité et du crime. Omer Joly de Fleury, il dit non, ça n'est pas vrai. C'est vous qui avez créé la misère. Et il tire la sonnette d'alarme, il crie, on ne l'écoute pas. Il dit... Alors, d'une façon générale, le Parlement de Paris, quand il était en guerre contre le roi, pendant tout le siècle, il disait régulièrement, pour appuyer leurs revendications, que le pays était épuisé, démuni, etc., etc. Or, ce que dit le Joly de Fleury, il dit tout ce constat qui est fait sur l'état de la France a été exagéré. Vous exagérez. L'agriculture française n'est pas au bord de l'implosion, ça n'est pas vrai. Le pays n'est pas misérable. C'est vous qui allez le rendre misérable. Et il dit, la ruine universelle que vous annoncez, la prostration, le découragement, etc., tout ça sont des arguments fallacieux. Joly de Fleury se bat. Et il dit, le but de l'agriculture est de nourrir.
Le but de l'agriculture est de nourrir. L'abondance est un bienfait. Alors que pour les libéraux, l'abondance, c'est le spectre de la famine et de l'abondance et de la mévente. Il dit non, le but de l'agriculture est de nourrir et l'abondance est un bienfait. Or, pour Quesnay et consorts, l'abondance entraîne la chute des prix, donc la misère. Mais vous avez des gens, Joly de Ferry, c'est pas n'importe qui. Il écrit des textes magnifiques là-dessus. Alors au début de l'expérience, le public est à peu près indifférent, je vous expliquais, il y avait des bonnes récoltes, donc pas de problème. Mais dès l'été 64, il y a des émeutes à Caen, à Cherbourg, en Dauphiné, partout, ça part comme une traînée de poudre, des émeutes pourquoi? Parce que les gens arrivent au marché, et puis il n'y a plus de blé, ou alors il est à un prix trop cher, puisque c'est libre maintenant. Les femmes sortent, et ça impressionne terriblement les autorités. Quand les femmes sortent, les autorités disent ça sent mauvais là. Ça, alors elles sortent avec des couteaux, des pierres, elles vont au marché, elles ont des pierres coupantes dans leur... Et elles attaquent les convois de grains. Les femmes attaquent les convois de grains. À Saint-Brieuc, elles vont brûler des navires qui s'apprêtent à embarquer du blé pour l'exportation. Elles les brûlent. Enfin, elles les brûlent. Elles essayent de les brûler. Et attaquer des convois de femmes avec des soldats, ça se fait pas comme ça. Et elles y vont, elles n'ont pas peur. Elles ont pas, de toute façon, c'est elles qui nourrissent les gosses, donc... on peut pas les arrêter, et on les arrêtera pas. Elles vont manifester, et elles vont faire des émeutes jusqu'au bout. Donc, elles attaquent les lieutenants de police, elles arrêtent les convois, elles capturent des chariots sur toute la France. Les marchands vont sur les marchés, ils enlèvent tout le grain, ils partent avec, et ils sortent pas du canton. Enfin, les cantons n'existaient pas à l'époque, parce que les femmes les attendent debout. Et on rattrape le blé, et on se le redistribue. Elles pillent les convois de grain, mais elles les revendent au juste prix. Et si le gars il a acheté plus cher, eh ben le juste prix, si c'est moins cher, vas-y, tant pis pour lui. On vend le blé au juste prix. Pas de cruauté gratuite, c'est une justice distributive spontanée. Dans tout le royaume, il n'y a pas le téléphone pour dire attention, pas de cruauté gratuite. C'est spontanément que ça se fait sur tout le royaume. Donc aucune violence au-delà de la nécessité pour atteindre ses buts. Et les buts, c'est quoi? C'est de retenir le grain et de le payer au bon prix. Le prix d'avoir la réforme. Des gens, alors pour expliquer ce fossé qu'il peut y avoir entre les possédants et le peuple, déjà à cette époque, c'est fou. À Troyes, il y a une riche bourgeoise qui était en train de s'enrichir abondamment avec le commerce du blé. Elle a dit que si les femmes n'avaient pas de pain pour leurs enfants, elles n'avaient qu'à manger leurs enfants. Eh ben, écoutez, je ne sais pas ce qu'il est resté de sa propriété après le truc. Il y a une expédition punitive contre elle. J'ai pas les détails, mais j'en connais suffisamment pour savoir qu'il n'a pas dû rester une pierre sur une pierre de la maison de la dame. Donc, la foule s'en prend aux marchands, elle confisque le grain, les entrepose et organise la distribution. Et qu'est-ce que fait la police, votre avis? Eh bien, elle soutient le peuple. La police, elle fraternise. D'un bout à l'autre du royaume, la police fraternise avec la population. Mais la police, elle est quand même... je ne sais pas si elle est assermentée, mais enfin, elle est quand même là pour obéir. Les autorités affolées hésitent entre mettre l'embargo sur l'exode du grain et obéir au roi. Ils ont des ordres, ces gens-là, quand même. Hein. Ils ont des ordres. Les ordres, c'est laisser faire les marchands. La taxation populaire, pour le peuple, c'est un droit inaliénable. Taxation, c'est notre droit. Et l'État est là pour garantir ce droit. Et vous avez des marchands qui viennent brandir la décision royale et qui disent « on a le droit, vous ne pouvez pas nous en empêcher ». Et vous avez des procureurs locaux, enfin des autorités locales qui disent « non, enfin, qu'est-ce que vous nous racontez? C'est pas vrai, le roi ne peut pas vouloir ça. C'est pas possible, il faut vous rendre compte, vous êtes en train de nous dire que le roi veut ça. » Et le gars il dit « là, il est marqué quoi ?» Je dis « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et on vit où? On n'est plus en France. » On ne veut pas y croire. Il y a plusieurs cas comme ça. Le procureur dit, ouais, écoutez, c'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi. Il y a un gars qui dit, mais moi j'ai le droit d'acheter sur échantillon au cabaret ou dans un grenier. Et vous savez très bien que non. Et le gars dit, si, marqué là. Nouvelle décision royale. Il se trompe. Les autorités locales assistent impuissantes à des tractations de fournisseurs irresponsables qui vont engendrer la famine. La famine. Des gens vont mourir de faim dans la France prospère et riche du XVIIIe siècle.
Un subdélégué, alors je vous explique, je vous ai dit ce que c'était qu'un intendant, c'était un représentant de l'autorité royale. Un subdélégué, il y avait des subdélégués dépendants, c'était l'autorité au-dessous des intendants. Un subdélégué écrit: les nouvelles richesses vont dans un petit nombre de mains, les salaires baissent, le chômage augmente, les épidémies succèdent à la famine. On est en pleine période d'abondance. En 1766, la récolte est très abondante, le grain ne devrait pas dépasser 12-15 livres, or il augmente sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est pas un vice, c'était ça que voulaient les physiocrates. Ils voulaient que le grain monte pour assurer un juste bénéfice aux gens dont l'intérêt est de s'enrichir, vous savez, les gens éclairés. Des subdélégués envoient partout. Alors c'est très intéressant, l'Ancien Régime, on a toujours des traces de ces trucs-là. Les subdélégués, les intendants, ils écrivent, et tout ça aux archives, ça remplit des cartons. Et Stephen Kaplan, l'historien qui a fait ce magnifique travail, il est allé chercher tout ça dans les archives. On a des traces de tout ça, hein. C'est pas la peine d'inventer, ça se retrouve. Il dit: le peuple a des droits sur les denrées de première nécessité. Cela implique la limitation de la propriété. Les non-propriétaires aussi ont des droits. On les a oubliés, les non-propriétaires. D'abord, il y a les petits propriétaires, mais il y a également les non-propriétaires. Fin 1768, c'est la révolte universelle. C'est pire qu'en 1709, où il y a eu vraiment une famine. Il faut, fin 1768, 24 sous pour nourrir sa famille quand on en gagne 15. Et avant la réforme, on avait la même chose pour 12. 12 sous. Les gens ne peuvent plus nourrir leur famille. Laverdy, le ministre, il dit le peuple résiste aux Lumières, on va le forcer. Voilà, de toute façon, le peuple est irrationnel et on ne dialogue pas avec la déraison. C'est-à-dire qu'à toutes les autorités qui leur disent, mais enfin, arrêtez ça, il dit, mais vous écoutez le peuple, vous êtes fous. Vous écoutez le peuple, mais vous savez bien que c'est des idiots. Il faut lutter contre les préjugés, seule la lutte contre les préjugés peut affaiblir le peuple pour l'amener à s'habituer à un bien. C'est ça les Lumières. Le peuple ne veut pas ce qui est bon pour lui parce qu'il est trop bête, et en le forçant, on va l'habituer à ce bien-là. Et, disent-ils, la disette est impossible dans un régime de liberté, donc elle n'a pas lieu. Vous nous dites qu'il y a une disette, moi je vous explique que la disette n'est pas possible dans la liberté, comme il y a la liberté, il n'y a pas de disette. Circuler, il n'y a rien à voir. La foule est inconsidérée, capricieuse, aveugle, etc. Mais les marchés sont vides, et les bateaux sont pleins. Les libéraux disent les autorités sont trop molles, les policiers sympathisent avec les émeutiers, on les punit pas. Ben non, dans le royaume de France, on punit pas quelqu'un qui crie parce qu'il a faim. Ça ne se fait pas. Et ben ils disent non, attendez, arrêtez les meneurs, arrêtez les meneurs. D'autre part, les libéraux disent la conviction que le roi reviendra sur ses décisions est une illusion. Il faut détruire ces opinions aberrantes, c'est-à-dire que le peuple doit savoir que ces lois sont fixes, invariables, perpétuelles et irrévocables. On est entré dans l'ère libérale et ne vous imaginez pas que quelque roi que ce soit reviendra en arrière. Et ils disent, quand le peuple aura compris ça, il se calmera. Ah, voyons. Donc, une campagne permanente en faveur de la libéralisation est organisée par la secte, en l'occurrence Dupont de Nemours, et ils écrivent dans la presse, dans les périodiques, dans les pamphlets, on inonde la France d'apologie de ce système qui met les gens dans la rue, qui met les gens dans les champs, qui met les gens sur les routes. C'est une émeute universelle. On exige de la police, alors tenez-vous bien, je vous ai expliqué ce que c'était que la police, on va exiger d'elle qu'elle assure la protection d'une entreprise d'utilité publique qui est le commerce des grains. Avant, la police, elle protégeait la population contre les marchands. Maintenant, elle protège les marchands contre la population. Et obéissez, s'il vous plaît. La critique de la police est absolument immonde. Les gens des Lumières racontent que, sous prétexte d'assurer le bien-être du peuple, la police, en fait, aggrave ses soucis. Condorcet pense, avec son ami Turgot, qu'il faut éduquer la police. Alors, Condorcet, c'est son truc, hein, c'est l'éducation. Alors, lui, il va éduquer la police au dogme, au credo libéral. Et Turgot écrit et fait envoyer gratuitement dans toute la France un traité qui s'appelle « La liberté du commerce des grains, toujours utile et jamais nuisible ». Et hop, on envoie ça partout. Turgot, il n'est rien encore à l'époque. Hein. Il est juste militant de la cause libérale. Il n'est pas encore ministre. Ça viendra dans une prochaine conférence, si vous êtes d'accord. Donc, il calomnie la police. Il dit qu'elle est vénale, mercenaire. C'est une race de sangsues qui perçoit les taxes. On dit que si la police s'oppose à la libéralisation, c'est parce qu'avant, ils gagnaient, ils touchaient, ils prévariquaient et que maintenant, ils ne peuvent plus. Elle cherche bassement à conquérir la confiance du peuple en volant les pauvres marchands. Vous vous rendez compte ?
Pour aider ce vilain peuple, on embête les pauvres marchands. La police est réactionnaire, démagogique, superficielle, étroite, simpliste. Elle ne voit que désordre dans la nature. Elle croit bêtement que plus le souverain gouverne, mieux les peuples est gouverné. Sont-ils bêtes, ces flics? Vous vous rendez compte? Or, désormais, c'est ce que je viens de vous dire, la police n'est plus sur les marchés pour protéger le peuple contre les marchands, mais les marchands contre le peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, écoutez, puisque le peuple n'est pas capable de raisonner, ben, il faut arrêter les meneurs, il faut frapper. Allez-y. La police, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas là pour ça. Pour Trudaine, c'est un mot qui vous dit quelque chose, hein, Trudaine. Hein, il dit, le peuple n'est pas capable de raisonner, les artisans des villes ne sont pas capables de comprendre la liberté. Alors là, on en était aux paysans, on en arrive aux ouvriers. Ils sont bêtes. Ils n'ont pas compris que ça va se passer, qu'après, ça sera le bon prix et qu'ils pourront se l'acheter. Donc, à l'intendant qui écrit que la cherté vient de la liberté, Laverdy répond qu'elle provient du manque de liberté. Vous savez quoi? Il n'y en a pas assez encore de liberté. Ça ne marche pas encore, c'est-à-dire qu'on a libéré, mais pas encore complètement. C'est parce qu'il n'y en a pas assez que ça ne marche pas. Que vous croyez que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les gens croient que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas encore assez de liberté. Donc, vous avez un intendant qui s'appelle Cipierre, C-Y-P-I-E-2-R-E, qui est un monsieur qui a écrit des choses magnifiques pour dénoncer cette expérience libérale. Et il rappelle que les propriétaires de grains ont des devoirs. Et le gouvernement tense Cipierre en disant que cette suggestion est dangereuse et susceptible de semer l'inquiétude. C'est-à-dire tous les gens qui critiquent cette aberration de semer la famine et la désolation, tous les gens qui les critiquent, on les tense en leur disant que ce sont leurs critiques qui sèment l'inquiétude et que c'est l'inquiétude qui fait monter les prix indûment et qui met les gens dans la... Il n'y a pas moyen, ils ne veulent pas en démordre. En 5 ans, à Paris, le prix du blé a doublé. C'est pas grave, ça va s'arranger. De toute façon, c'est le but recherché. La police est affolée, elle dit ça va être un torrent populaire, on ne pourra pas. La police ne veut pas tirer dans la foule. Et même, bon, je vous raconterai ça une autre fois, au début de la Révolution, il y a eu vraiment des cas où des autorités libérales disaient feu, et les policiers regardaient feu. C'était comme ça, c'était la police d'Ancien Régime. La pénurie atteint son maximum en 1768. Or, rien ne doit être négligé pour rassurer les marchands. Ce sont les marchands qu'il faut rassurer. Un plafond de prix finira par être atteint, ça sera l'abondance, la tranquillité. Le bon prix sera aligné sur l'international. Dormez, braves gens, ne vous inquiétez pas. Et, tenez-vous bien, on parle de créer une légion de spéculateurs professionnels qui mériteront l'honneur et le respect de la nation parce qu'ils vont augmenter le commerce du grain. On raconte, et je sais que c'est de bonnes sources, je pense que c'est Louis-Sébastien Mercier, mais je ne suis pas sûre, mais enfin peu importe, je sais que la référence est bonne. Une femme a été arrêtée à Paris pour avoir volé un pain de 8 livres. Elle invite le commissaire qui l'a arrêtée, qui lui dit ben, « Venez chez moi, vous allez voir ». Et quand elle arrive chez elle, on trouve son mari pendu, entouré de 4 enfants frappés d'épouvante. Le commissaire la libère et paye le pain. Et l'information circule. Ils sont fous, on va où comme ça? On va où comme ça? Si les gens se suicident pour ne pas mourir de faim. La France se couvre de placards. Et on sait que ce sont des placards populaires parce que compte tenu de l'orthographe, on sait que ce sont des gens du peuple qui les ont écrits. Et on en trouve jusque dans la chambre du roi. Et ça, pour rentrer dans la chambre du roi, ça peut être qu'un valet. Et on trouve un très très joli placard qui dit « Sous Henri IV, on avait éprouvé une cherté de pain occasionnée par les guerres. Mais dans ce temps, on avait un roi. Sous Louis XIV, on avait également éprouvé plusieurs autres chertés de pain produites tantôt par des guerres, tantôt par une disette réelle, mais qui avaient pour cause l'intempérie des saisons. Mais on avait un roi. Au temps présent, on ne peut attribuer la cherté du pain ni aux guerres, ni à une disette de blé, mais on n'a point de roi, parce que le roi est marchand de blé. » Le Parlement de Paris informe que la famine est aux portes. Il prie le roi de prendre des mesures pour faciliter la subsistance du pauvre peuple qui souffre de la cherté excessive. Le roi repousse cette ouverture. « J'aime mes peuples, dit-il. Je n'ai nul besoin d'être stimulé pour les aider et les soulager. » On lui a quand même vendu pendant des années que c'était pour soulager le peuple, donc il y croit encore un peu. C'est pas qu'il n'était pas futé, c'est qu'il avait vraiment des filtres. Il y avait des filtres entre lui et la réalité qui étaient suffisamment forts pour lui faire tenir ce langage-là sans malignité forcément. Il dit « Les mesures que j'ai prises ont assuré leur subsistance. Ils ne peuvent être troublés que par des démarches inconsidérées comme la vôtre. » Donc le roi ne veut rien savoir. Pour le roi, la cherté est un accident naturel, c'est une question de météo. Comme disait quelqu'un, les prix montent comme il pleut.
puisque c'est la loi naturelle, c'est de la physique. C'est pas qu'il y ait des salopards qui s'engraissent, pas du tout, c'est la loi naturelle. En octobre 68, le Parlement de Rouen, alors les parlements, de plus en plus, même ceux qui étaient pour la libéralisation, ils se retournent, parce qu'ils voient que c'est grave. Le Parlement de Rouen écrit « Le courtisan qui nage dans les délices ne peut se figurer les horreurs de l'indigence, qu'il descende dans les détails, qu'il visite les campagnes, qu'il parcourt dans nos villes les dépôts de la misère humaine. Sa délicatesse frémira des spectacles qui se présentent de toutes parts à ses yeux. » Une assemblée générale de police est organisée par le Parlement de Paris pour étudier le problème. Elle est convoquée par le Parlement et qui dit « Il faut écouter la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox populi, vox Dei. » Le Parlement dit « Vous n'écoutez pas la voix du peuple. Or, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. » Vous savez Dieu, hein. Il n'y en a plus pour longtemps qu'on le mette à bas. Et il dit « La voix du peuple veut un ordre moral et non des élucubrations d'écrivains qui veulent un ordre physique. » Les élucubrations d'écrivains, c'est exactement ça l'encyclopédie. Le 10 novembre 68, des lettres patentes réaffirment que l'ancienne législation est abolie. C'est-à-dire que l'Assemblée générale de police ne sera suivie d'aucune décision royale censée. Ces gens se battent en vain. Liberté, le libéralisme n'est pas négociable. On va rester libéral. Et ce que disent les libéraux, enfin le roi, c'est « Nous n'avons pas encore réussi à rendre cette liberté salutaire aussi effective que nous l'aurions voulu. » C'est-à-dire que si les gens meurent de faim, c'est pas qu'il y a trop de liberté, c'est qu'il n'y en a encore pas assez. Or, pour un magistrat qui s'appelle Le Pelletier, les économistes sont les ennemis du bien public. Il dit « Une foule d'écrivains qui n'a ni la mission ni le pouvoir d'exprimer la volonté publique prétend être son organe en exaltant le système le plus incongru au sujet de sa subsistance. » Voilà. C'est-à-dire que vraiment à l'époque, il y avait des gens qui avaient la tête sur les épaules, les yeux en face des trous. Même si les jésuites n'étaient plus là parce qu'on s'en était débarrassé, il restait suffisamment de Français intelligents et sensés pour comprendre qu'on était en train d'amener la ruine du royaume, en tout cas de la royauté et certainement du peuple français. Laverdy a été disgracié fin septembre 68, mais ça a continué quand même. On dit que l'augmentation excessive des prix n'a aucun rapport avec la libéralisation. C'est pas de la faute de la libéralisation. Au contraire, elle est due aux séquelles de l'ancien système. Si le système nouveau était vraiment appliqué, par définition, il n'y aurait pas de disette. C'est un dogme. C'est une croyance. Ces gens-là ont la foi. Mais c'est même une superstition, quoi. Or, ils prétendent que c'est la raison et que c'est... Ils disent les prix ne peuvent pas augmenter, donc ils n'augmentent pas. Il ne peut pas y avoir de pénurie, donc il n'y en a pas. Ce sont des croyants, ce sont des fanatiques croyants. La critique anti-libérale va se déchaîner. Le lieutenant criminel de la police de Paris dit qu'il n'y a pas de superflu, parce que les marchands, ils achètent le superflu et ils le revendent. Mais ces gens-là disent qu'il n'y a pas de superflu. Ce qui reste après la consommation, c'est la réserve indispensable pour faire front en cas de pénurie. Pour Necker, c'est là qu'apparaît Necker, alors ça je vous en parlerai une autre fois, il dit « La propriété ne peut pas priver le peuple de pain pour faire du profit ». On commence à théoriser que non, ça suffit, que ça ne marchera pas comme ça. Et Mercier est toujours le même, dont je vous parlais tout à l'heure, fustige une loi qui dit-il, « engendre la mort et la souffrance en dévorant les pauvres à la porte des greniers qui croulent sous le poids du grain. » La France regorge de grains et les gens ne peuvent plus se nourrir. Mais on a inventé la pierre philosophale. On a trouvé le moyen d'enrichir tout le monde et ceux qui prétendent qu'ils ont faim croient seulement qu'ils ont faim. Ils se trompent. La mauvaise foi des libéraux est absolument totale. Ils prétendent que les exportations ont été marginales. Ils disent que la liberté n'a pas augmenté tant que ça les exportations, donc le grain globalement est resté en France, donc c'est faux de raconter qu'il y a eu pénurie. Or les chiffres sont truqués parce que dans la même période, la construction navale de Rouen et du Havre a été multipliée, a connu une impulsion salutaire avec l'exportation des grains. Alors c'est l'un ou c'est l'autre. Soit il y a eu une augmentation d'exportation, soit il n'y a pas eu d'augmentation de la construction navale. C'est évident. Donc les chiffres sont truqués, ils font des rapports fallacieux mensongers. En fait, les résultats des exportations ont été considérables, et pour Dupont, et ça ils se le disent entre eux, elles ont même été spectaculaires. C'est-à-dire que le grain est parti en Belgique, dans les villes d'Allemagne, enfin partout où on pouvait... Parce que la France est un grand pays producteur de grains. La France est un grand pays agricole. Tout ça partait à l'export. Alors, les Lumières au secours de la liberté, vous avez des poètes qui se sont précipités pour défendre le système. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-François, marquis de Saint-Lambert.
Alors, Voltaire avait une admiration sans borne pour ce monsieur de Saint-Lambert. Il n'était pas rancunier parce que Saint-Lambert lui a piqué sa bonne amie. Un jour, Voltaire revenait de voyage et il a trouvé sa bonne amie Émilie au lit avec Saint-Lambert, qui lui a fait un petit, puis finalement, après l'accouchement, elle en est morte et tout. Mais enfin, il trouvait quand même que Saint-Lambert avait beaucoup de qualités. Il n'était pas rancunier. Et Saint-Lambert écrivait, écoutez bien la vision qu'ont les poètes et les gens des Lumières de cette horreur que je viens de vous décrire. Il fut enfin permis au peuple des hameaux de vendre à l'étranger le fruit de leurs travaux. Hein, parce qu'avant, les paysans n'avaient pas le droit de vendre leur grain à l'étranger. Maintenant, il fut enfin permis, d'accord ? Le fermier s'enrichit. Le commerce plus libre fit couler sur nos champs l'or du Tage et du Tibre. On paya les impôts sans se croire opprimé, tout fut riche et content, et le roi fut aimé. Alors que c'est la famine. C'est la famine. Les gens ne mangent pas. Les nouveaux riches sont d'une arrogance absolument effroyable. J'ai bientôt fini. Les nouveaux riches sont d'une arrogance effroyable. Il y a un marchand de grains à Étampes. Je crois qu'il était cordonnier avant. Il se dit ravi de la hausse des prix et il annonce, de toute façon cet hiver, il faudra des dents en or pour manger. Et ça l'amuse. Il trouve ça drôle. La liberté a promu des individus qui jadis étaient exclus faute de compétences et de moralité. Et tenez-vous bien, 1/5 des nouveaux marchands de blé en 1765, c'est-à-dire 2 ans après la libération, ce sont des illettrés. C'est-à-dire c'est du tout venant. N'importe qui peut se dire marchand de blé. Vous traînez dans les ruisseaux, vous trouvez la combine d'acheter du blé pour le revendre, vous devenez marchand de blé. Et on est obligé d'acheter au prix que vous avez. Vous savez, le prix va être fixé à partir de cette période-là entre le vendeur et l'acheteur. Le prix est fixé par la loi de Fred Lanoux. Voilà. Et un gars qui a raflé un marché de blé, s'il voit passer un gars qui a faim, il le laissera au prix qu'il voudra. Tout est permis. Les nobles sont encouragés aussi à faire du commerce, etc. Et le journal économique exhorte les nobles à s'engager dans une profession aussi utile et profitable. Alors, si ce n'est pas la décadence de la noblesse, ça, j'y connais pas grand-chose. Enfin, ça me semble quand même que c'est assez bien vu. La fin de l'expérience se fait en 1770, alors que vraiment, le roi a résisté à toutes les pressions. Il dit non, je continue. Mais il nomme un nouveau contrôleur général qui s'appelle l'abbé Terray, qui dit on vient de vivre le déluge. Le déluge. On rétablit la police. La police, de retour dans ses prérogatives habituelles, fouille partout pour trouver des stocks et les remettre sur le marché. La police retrouve sa raison d'être. Un torrent d'émeutes secoue le royaume entre le mois de mars et la moisson. Un intendant écrit « Exaspérés de voir partir leurs provisions, les Byzantins s'insurgent contre les affameurs du peuple. Pendant près de 3 jours, les émeutiers déambulent dans les rues en quête de pain. Armés de fourches et de bâtons, ils insultent la police. Le peuple traite les individus arrêtés en héros et en martyrs et organise des quêtes en faveur de ceux qui sont détenus pour avoir intercepté du grain pour le bien du peuple. » Il y a des violences absolument partout. Le pire est à Troyes. La taxation populaire s'organise et les autorités regardent ailleurs. Taxation. Dès que le peuple a faim, il taxe. Les marchands et les bons citoyens hurlent au complot. C'est la lie du peuple. Alors ça, l'expression, elle est de Voltaire. La lie du peuple. Dès que le peuple bouge, c'est la lie du peuple. Mais enfin, les marchands peuvent toujours crier. La lie du peuple, finalement, a gain de cause et elle crache à la figure des laboureurs qui en profitent. C'est la haine. Des gens mangent la nourriture de leurs animaux. Les gens meurent de faim. Et ceux qui n'ont pas d'animaux ne mangent pas, meurent de faim. Incidemment, j'ai étudié la courbe des abandons d'enfants dans mon enquête sur les enfants de l'hôpital général. J'ai étudié la courbe des abandons d'enfants et elle suit exactement le prix du blé. Alors qu'on nous a vendu pendant 1 siècle et demi que les abandons d'enfants, c'est le progrès du libertinat. Ben voyons. Parce que les femmes sont des mauvaises mères, elles font des bébés, elles les abandonnent. En fait, pas du tout, elles les abandonnent pas. Elles les confient à l'institution parce que ne pouvant plus les nourrir, elles espèrent qu'en les confiant, au moins leurs enfants auront la vie sauve. Et moi qui ai vu arriver les petits billets accrochés aux langes des bébés dans les archives de l'assistance publique, je m'entends vous dire que c'est une épouvante. C'est une épouvante, ces abandons d'enfants. C'est vraiment atroce. Et c'est le prix du blé qui justifie ça. Donc, comme les prix ne baissent pas, le roi accepte, il dit ok, on recule. Fin août 1770, le Parlement de Paris, sur ordre du roi, enfin avec l'approbation du roi, abroge toutes les libertés accordées en 1763 et rend à la police toutes ses prérogatives par un arrêt.
on arrête maintenant les enlèvements du pain du peuple. La libre circulation est quand même maintenue dans le royaume, à l'intérieur du royaume, mais un petit peu sous surveillance quand même. Le Parlement décide d'organiser un grand procès de tous ceux qui de tout ce qu'on appelle les monopoleurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont enrichis, et ça ne sera pas mené à bien. Ils arrêtent quelques suspects, puis ça s'arrête. En toute façon, les monopolaires, ils ont obéi la loi. Alors qu'est-ce que vous voulez leur faire? Et dans la foulée, est organisé ce qu'on appelle le coup de Maupeou. Alors ça, je ne peux pas vous résumer ça, mais en gros, le roi rembourse leurs charges aux magistrats et crée une nouvelle justice avec des nouveaux juges, croyant que ça va s'arranger comme ça. Donc, on accusera Choiseul, c'est-à-dire le ministre, c'était le ministre de je ne sais plus trop quoi, Choiseul, c'était un type d'une importance considérable, il avait vraiment l'oreille du roi. On l'accusera Choiseul d'avoir été la cause de la cherté, et on fait un bilan. En fait, la libéralisation devait créer la prospérité et arranger les finances publiques. On est en récession économique avec la famine et un chômage massif. 63-70, 7 ans d'horreur. Pour Terray, qui arrive nouveau contrôleur général des finances, il dit « La subsistance est une affaire d'intérêt public et non privé, une question nationale et non locale. Il existe une unité nationale et une solidarité économique et sociale entre les parties constituantes du royaume. Il ne faut pas que le grain devienne un objet de spéculation pour les riches. » Alors c'est ce qu'on vient de faire pendant 7 ans. Et c'est tout le programme libéral. Le Parlement de Toulouse critique, il dit « Le dit Seigneur roi ne doit que liberté, sûreté et protection à ses peuples. Il ne leur doit point la subsistance qui doit être le prix de leur travail et de leur industrie. » Ceux qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas à manger, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez. Et ça, on retrouve ça dans tout le discours de Voltaire. Les gens qui s'arrêtent de travailler, ils n'ont qu'à travailler le dimanche, ils n'ont qu'à pas... Voilà, il n'y a qu'à travailler 365 jours par an. S'ils peuvent travailler la nuit, ils auront de quoi manger, ils auront de quoi s'acheter les subsistances. Puisque on a bien compris que les subsistances, elles existent. C'est le prix qui le rend prohibitif. Hein. Les subsistances existent. Donc pendant cette période, 1770, les physiocrates font profil bas. Hein. Donc leurs ennemis se déchaînent, on les tourne en ridicule, on dit qu'ils ont prêché une philosophie de famine et de désordre. Un monsieur très intelligent qui s'appelle Galliani envoie une bombe qui s'appelle le dialogue sur le commerce des blés, qui va faire les beaux jours des salons littéraires. On dit regardez ces physiocrates, ils sont complètement ridicules. Et c'est à ce moment-là qu'une espèce de scission se fait dans le camp des physiocrates, où vous avez Diderot qui était partisan, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer de cette liberté nouvelle, c'est lui qui a promu. Diderot, c'est une encyclopédie. Donc tout le mouvement physiocratique, il l'a promu, il a contribué à l'élaborer, il l'a envoyé à toute l'Europe, etc. Diderot est un libéral. Quand il voit ça, il se retourne. C'est-à-dire que c'était pas un mauvais cheval. Jamais Voltaire se retournera. Voltaire, il sera partisan de la liberté jusqu'au bout. Donc Diderot se retourne, parce qu'il dit qu'il était partisan du libéralisme jusqu'à ce qu'il voit ce qu'il a vu, c'est-à-dire vraiment des horreurs, et il passe de la sympathie pour la physiocratie à un dégoût. Donc vous avez Diderot, Grimm et Necker qui vont dire non au libéralisme à tout cran, et en face, Turgot, Condorcet, Dupont, vous ne devinerez jamais qui s'est fait gagner. En attendant, 1770, ça s'arrête, et on va faire le bilan de ces 7 ans de libéralisme. C'est-à-dire de ces 7 ans de victoire, de tentative d'application, c'est pas encore la victoire, mais c'est tentative d'application des principes des Lumières. On est bien d'accord, c'est la raison contre la superstition, la physique contre la croyance. Le peuple obéit et le roi nourrit. Ça n'est plus valide. On a toujours pensé que le peuple obéissait parce que le roi le nourrissait, c'était le contrat, c'est terminé. On a toujours pu éventuellement accuser le roi d'imprévoyance, mais maintenant on se met à l'accuser de malveillance. C'est une première. Jamais le peuple français n'a cru le roi malveillant à son égard. On y est. Des gens accusent le roi d'avoir fait ça pour s'enrichir lui-même. Et le roi avait beaucoup de raisons de s'enrichir, parce que comme il avait une maîtresse absolument odieuse, qui était cette Pompadour, qui lui faisait dépenser des 1000 et des cents, elle se faisait acheter des châteaux, puis les agrandir et ceci et cela, le roi courait toujours après l'argent. Et ceux qui lui ont dit, vous allez acheter du blé et le revendre et vous allez vous faire des sous, ces gens-là, je ne sais pas s'ils l'ont dit, mais la rumeur courait que le roi s'enrichissait sur le commerce du blé. Ça a été catastrophique pour l'image du roi. Bien sûr que le roi spécule sur les blés, vrai ou faux, je ne sais pas, tout le monde le croyait, parce que tout le monde avait bien compris qu'il fallait que quelqu'un paye toutes les frasques de la Pompadour. Donc, la libéralisation fait dire que le roi s'est retourné contre la nation. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la royauté. Le peuple n'a plus confiance, le règlement de compte n'est pas loin. On est en 70, faites le compte. Il n'y en a plus pour longtemps.
En fait, la royauté s'est tirée une balle dans le pied. L'impopularité du roi est à son comble. Le roi a fait deux choses qu'il ne fallait pas faire. Il a touché aux enfants. C'est l'affaire que j'ai racontée dans vous savez, les enlèvements d'enfants 20 ans avant. Et il a touché au pain du peuple. Et moi, mon credo de ce que je comprends à travers l'histoire, il y a deux choses auxquelles il ne faut pas toucher en France. C'est les enfants et le pain du peuple. Là, il a touché aux deux. Il est cuit. L'endettement de l'État est vertigineux. Ça va ne faire qu'empirer. Mais pour les Lumières, ça n'a pas marché parce qu'on n'en a pas fait assez. Et la phase suivante, ça va être de s'attaquer aux corporations, c'est-à-dire à tout le système de protection du monde ouvrier. Voilà. Ça, je vous le raconterai une autre fois. Je n'en ai terminé là. Je vais repasser la parole à Alain. Je voulais vous dire que l'essentiel de ce que j'ai tiré, de ce que je vous ai raconté, à part que j'ai lu tous les textes dont je vous parle, ça a été tiré du travail d'un monsieur qui s'appelle Stephen Lawrence Kaplan, qui est un universitaire américain, professeur à New York, et qui est chargé de cours à Sciences Po. Et ce monsieur est tellement amoureux du peuple français qu'il a fait toutes ses recherches sur le peuple français. Et c'est comme ça qu'on lui doit ce remarquable travail, remarquable. Voilà, je vous remercie.